Aujourd'hui, mercredi 30 mars, l'actualité marquée par les 150 ans de la naissance de Léon Blum. Président, ministre, l'homme politique s'est éteint dans les Yvelines et son ancienne demeure, aujourd'hui musée, vient de revenir sur son héritage. Nous évoquerons aussi les attentes des étudiants envers le prochain président de la République. Après les retraités, les agriculteurs ou encore les artistes, nous donnons la parole aux plus jeunes encore en formation. Nous terminerons ce journal à Crépierre où un promoteur immobilier a fait le choix de transformer un château à l'abandon en logement de standing. Aperçu de ce qui attendra les heureux propriétaires. Mais pour débuter, revenons sur les violences subies par les élus locaux avec deux invités, les maires de La Verrière et de Plaisir. Près de 1200 élus ont subi au moins une agression durant les 11 premiers mois de 2021. Parmi eux, 600 maires victimes de violences verbales, voire physiques. Bonjour Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir, et bonjour Nicolas Dainville, maire de La Verrière. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus parler en plateau d'une situation, d'une réalité que vous connaissez malheureusement bien. On va débuter avec vous, Joséphine Coleman-Berger. 23 mars dernier, lors du conseil municipal qui se déroulait en visioconférence, vous êtes en mairie avec des agents de la municipalité. Et le conseil municipal se passe pas forcément très bien. Il y a une irruption au sein du conseil. Un peu d'agitation, on va dire. Un peu d'agitation, c'est un moindre mot, puisqu'on a pu constater derrière les vitres, puisqu'on a des grandes baies vitrées, eh bien, pas mal de personnes venir avec des cagoules, des masques, des haut-parleurs, des banderoles, et puis une vocifération assez prégnante. Ça a duré très très longtemps. Et avec des gestes, je dirais, d'égorgement qui étaient assez inquiétants. J'avoue que les agents qui étaient avec moi étaient tétanisés par cette violence. Je n'ai pas interrompu le conseil municipal parce qu'il n'en était pas question. Pas question parce que d'abord, c'est une séance que l'on doit respecter. Et puis d'autre part, nous avons aussi, je dirais, nos convictions par rapport au quartier. Nous souhaitons améliorer ce quartier et le but, c'est ça. Voilà, pour préciser, vous étiez en pleine discussion autour d'une délibération concernant le quartier du Valibou, qui est en pleine mutation, et c'est à ce moment-là que effectivement, parfois des très jeunes vous ont interpellé. Très très jeunes. Ouais. Oui, il y a des jeunes adultes, après il y a des adultes qui encadrent tout ça, mais il y a quand même parfois même des enfants, ce qui est assez inquiétant, je trouve. Et puis des personnes que nous connaissons et qui font partie, je dirais, de l'opposition. Et c'est dommageable parce que moi j'accepte la contestation ou les critiques, mais je considère que rien ne doit être accompagné de violence. Donc à partir de ce moment-là, toute discussion est ouverte. On a toujours été ouvert. Alors c'est vrai que ces 2 années de pandémie n'ont pas permis de grandes concertations, mais à partir du mois d'avril, et c'était déjà bien anticipé avant même le conseil municipal, il doit y avoir plus d'une trentaine de concertations avec les habitants pour travailler sur ce projet. Nicolas Dainville, vous aussi, vous avez rencontré le même genre de situation et vous les rencontrez encore. Je pense à cet épisode aussi de l'an dernier, quartier du Bois de l'Étang, quartier qui lui aussi, du côté de La Verrière, doit être profondément modifié. Votre voiture a été caillassée, vous avez été pris à partie également. C'est vrai qu'on a des situations un petit peu similaires avec ma collègue de Plaisir, parce que ce sont 2 quartiers dont les tendances sont inquiétantes si on ne fait rien. Et on a courageusement décidé de prendre le taureau par les cornes, de rénover ce quartier qui en a vraiment besoin. Et on fait face à une petite minorité qui veut pourrir la situation, que ce soit des gens qui ont des habitudes, parce qu'à l'abri des regards indiscrets, ils peuvent s'adonner à tout un tas de trafics, parce qu'il y a aussi une récupération politique, parce qu'il y a d'autres intérêts, et c'est vrai qu'il y a une vraie forme de violence. Effectivement, mon véhicule a été caillassé. C'était quand même un moment avec une collègue, on était ensemble, qui nous a marqué. On a des agents qui ont porté plainte. J'ai moi-même porté plainte plusieurs fois pour des menaces. On a eu une réunion publique où d'ailleurs le préfet était présent, où j'ai dû être exfiltré, où un de mes adjoints a été traité de harki, comme si c'est une nouvelle menace, une nouvelle insulte à la mode pour dire que c'est un traître. Il y a eu aussi des insultes, sale pute pour certaines élus, des habitants qui se sont rendus à la réunion et qui ont dû revenir chez eux tellement l'ambiance était délétère. Le préfet qui n'avait jamais vu ça, qui du coup pense, avec les partenaires, que le quartier
ressemble à ce qu'il a vu, alors que le quartier du Bois de l'Étang, comme le quartier du Val-du-Bout, c'est beaucoup de talent, c'est beaucoup de personnes qui ont envie que ça bouge. C'est des quartiers qui ont des mauvaises réputations parce qu'il y a eu plusieurs faits divers qui s'y sont produits, mais une fois de plus, c'est pas une stigmatisation totale de la population qu'il faut faire. La très grande majorité des habitants, ce sont des vrais talents. Et puis pour terminer, aussi des personnes extérieures qui sont mobilisées dans ces quartiers. Je pense au fameux Adama Traoré, qui a quand même été mis en cause et puis mis en examen pour apologie du terrorisme. Donc c'est des personnalités qui sont particulières quand on les voit dans un quartier et qui jettent de l'huile sur le feu, qui sont là pour exciter tout le monde et pour insuffler un climat de haine envers les élus, et ça c'est très grave. Oui, vous parliez de haine aujourd'hui et vous parliez aussi du préfet qui n'avait jamais vu ça par exemple. Aujourd'hui, tous les verrous ont sauté, il n'y a plus aucune limite. Je vous donne comme exemple la venue de Mme Ndiaye, ministre en charge de la politique de la ville, et qui a subi exactement les mêmes choses quand elle est venue sur le quartier il y a quelques mois, puisqu'on avait pratiquement les mêmes individus qui sont venus, qui ont empêché carrément de faire le tour du quartier alors qu'elle était là dans cette démarche de réhabilitation. Et même lors de la réunion a été véritablement polluée par ces individus. Ce que je voudrais dire en accord avec Nicolas Dainville, c'est que on est dans une démarche très positive sur le quartier et on est dans une reconnaissance de la majorité des habitants du quartier qui sont des personnes exceptionnelles mais qui sont effectivement polluées par tout ça. Ce sont des personnes qui étudient, qui travaillent, qui ont de véritables actions au sein du quartier par le biais d'associations et qui sont dans une constructivité vraiment positive. Et c'est quand même dommage de voir que dans un quartier comme celui-là et comme chez toi, qu'il y ait un groupuscule qui crée un peu la panique, parce que c'est vrai qu'ils sont capables de faire du porte-à-porte, ils sont capables de détricoter tout ce qu'on essaye de faire et surtout d'informer les gens sur toute une série de choses très mensongères. Donc c'est compliqué. Donc pas de violence, discussion, on se rencontre, mais surtout pas de violence. C'est ce qu'on essaie de faire passer comme message aujourd'hui quand même. Il y a une évolution ces 2 dernières années avec la situation de confinement aussi, situation Covid, situation de crise des gilets jaunes aussi, pardon. Il y a eu beaucoup de tensions ces 2-3 dernières années et sur le début de ce nouveau mandat de maire. Est-ce que ça explique en partie aujourd'hui qu'il n'y ait plus de freins, plus de verrous et qu'aujourd'hui aujourd'hui on ne discute plus en fait? Ça n'explique pas et ça ne pardonne pas et ça ne se justifie pas. Oui, on a tous été figés, bloqués, mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait, je dirais, déclencher. Parce que ça concerne toutes les villes, toutes les communes, à travers la France entière. Pour rester dans les Yvelines, on pourrait citer le cas de Poissy aussi, avec le maire Carl Olive qui a été menacé plusieurs fois de mort. Et puis on sait aujourd'hui que les maires sont formés, avec l'Association des maires de France, à désamorcer des conflits avec l'aide du GIGN. Il y a eu 15 000 maires et adjoints formés jusqu'à présent. Pour répondre sur votre question, on a fait quand même beaucoup de concertations, même avec la visioconférence, les porte-à-porte qui permettaient de respecter quand même un certain nombre de règles sanitaires. Donc c'est pas du tout un manque de dialogue, bien au contraire. Vous avez vraiment une minorité de gens, en tout cas dans nos 2 quartiers, qui veulent pourrir le projet. Le collectif du Bois de l'Étang, pour les citer, est associé avec la CGT et avec le Parti communiste français. Ils font leurs manifestations ensemble. Ils empêchent parfois les gens de venir aux réunions publiques. Donc ils se mettent devant. Le Figaro l'a raconté dans un de ses articles. Il y a une volonté vraiment de s'approprier le quartier, d'empêcher tout changement et de s'en prendre aux élus et voire aux habitants qui soutiennent le projet. Moi, j'ai beaucoup d'habitants qui tirent la sonnette d'alarme, qui parfois ne portent pas plainte tellement ils ont peur que ça mène nulle part. Il y a même des actes racistes. Nos gardiens du Bois de l'Étang, on leur a craché dessus. On a proféré des insultes racistes à leur égard. Donc il y a un climat où nos agents portent plainte, où le personnel des bailleurs tire la sonnette d'alarme, où les maires, les élus sont quand même très inquiets, où on a beau porter plainte, les plaintes sont peu suivies de fait, et c'est vrai que tous nos élus qui sont confrontés à ce type de projet courageux en payent les pots cassés. Mais le garde des Sceaux en 2020, Éric Dupond-Moretti, avait demandé, il y a une circulaire qui était passée au parquet destinée à renforcer les conséquences pénales et judiciaires de ce type d'agression. Vous constatez que ce n'est pas efficace ? On attend.
On espère. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas dire qu'il y ait de grands changements. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent véritablement. On verra. Alors maintenant, il y a une espèce de statu quo en ce moment, parce que bon, on est dans une période un peu particulière, donc on espère que derrière, il va y avoir un regard. Moi, je ne dis pas que les élus doivent avoir, je dirais, une reconnaissance particulière, mais malgré tout, on représente la population, on représente la République française, donc à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on soit vigilant de tout cela et de nous accompagner. Mais malgré tout, ce que je voudrais dire, et je pense que Nicolas est d'accord avec moi, on ne lâchera rien. Il faut quand même le savoir, hein. On ne lâchera rien. Moi, ça fait 7 ans que je travaille sur ce projet. 64 millions d'euros ont été apportés dans le quartier. Il est hors de question aujourd'hui de remettre en cause ça. On ne repart pas à zéro sur ce grand axe. On va discuter de tous les projets, mais je ne lâcherai rien. Je ne suis pas intimidée par ce genre de choses. Je suis perturbée parce que c'est violent, parce que ça a fait peur à mes collaboratrices et à certains élus. On a un contre-coup qui est quand même fort, mais on ne lâchera rien. En tout cas, moi, je sais que Nicolas et moi, on ne lâchera rien. Exactement, on ne lâchera rien, on ne cède pas face à ces menaces. Mais c'est vrai que vous avez des pratiques qui sont quasiment professionnelles, en tout cas qui ont dû peut-être être exercées dans d'autres cadres, de boycott, de sabotage, de réunions, de concertation, de pourrissement. Et c'est vrai que c'est très compliqué, il ne faut pas céder. Nous non plus, avec Joséphine, on ne cède vraiment pas. Ouais. Sur les violences qui sont exercées envers les maires, sur ces 2 cas particuliers et plus généralement, comment on peut malgré tout expliquer un paradoxe, parce que auparavant et encore dans les derniers sondages, le maire est l'élu le plus proche et le plus apprécié par la population en général. Donc, mais ça reste le cas. Donc c'est un énorme paradoxe. Dire, et je pense que Joséphine c'est pareil, le nombre de personnes qui vont dans mon bureau, qui me disent « Monsieur le maire, ce projet il est magnifique, tenez bon, on en a besoin ». J'ai même eu une personne qui m'a dit « Bon, vous me verrez aux manifs, mais j'ai vraiment envie de partir. J'ai des gens qui manifestent, mais qui en fait ont fait des demandes de mutation pour aller ailleurs. » Vous avez beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui nous témoignent d'un soutien très très fort et qui sont en fait une très très large majorité. Quand on a fait l'enquête sociale pour le Bois de l'Étang, 74% des habitants interrogés sont pour le projet. Et vous avez cette minorité qui pourrit les choses, mais qui est très politisée, qui mélange les genres. Et donc vous avez vraiment une majorité de gens qui soutiennent. Et donc effectivement, l'élu, je pense qu'ils aiment aussi qu'on ne cède pas. Ils aiment qu'on soit dans la pédagogie, qu'on ne se laisse pas faire, parce qu'on n'a pas le droit d'insulter les autres, mais qu'on tienne la barre avec pédagogie, avec respect. Les gens ont le droit d'être contre, mais voilà, qu'on ne soit pas intimidable. L'Association des maires de France évoque peut-être la nécessité d'avoir une protection fonctionnelle pour le statut d'élu, de maire particulièrement. Est-ce que ce serait déjà une réponse ? Une première approche ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous savez, plutôt que de parler de notre protection, moi j'aurais tendance à dire, pensons aux habitants. Les habitants du quartier, ils ont peur eux aussi. Parce que, comme disait Nicolas, ces groupuscules-là qui créent vraiment la problématique dans les quartiers font peur au reste. C'est-à-dire que les autres personnes n'osent pas bouger. Nous, on aurait tendance, enfin moi personnellement, j'aurais tendance, quand il y a des mouvements forts comme ça, d'avoir un contre-mouvement, pas uniquement de l'élu, mais aussi des habitants, de certains élus, de certains habitants qui pourraient se regrouper pour dire également et faire entendre leur voix. Ils n'osent pas le faire. Parce qu'ils ont peur des actions qui peuvent être contre eux, contre leur famille, leur voiture, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui est primordial aujourd'hui. Oui, nous, on est important parce qu'on a été reconnus, mais qu'est-ce que ça veut dire important ? C'est qu'on est porteur d'un projet. Peut-être 3 exemples. J'abonde effectivement un climat presque de terreur, c'est-à-dire qu'ils ont une peur bleue des représailles. Donc beaucoup de gens même préfèrent signer les pétitions d'opposants pour éviter d'avoir des ennuis. Le lendemain de mon élection, il y a eu un appel en fait à faire le Dawa, donc avec plusieurs véhicules qui ont été incendiés, plusieurs poubelles pour bloquer l'accès du quartier le soir de mon élection. Donc c'est quand même assez terrible. Un de mes soutiens qui m'avait appelé publiquement à voter pour moi a tout de suite vérifié c'est son véhicule qui avait brûlé. Donc pour vous donner vraiment le climat de terreur. Et un autre exemple qui m'a marqué, c'est un maire de l'agglo qui parfois dans certaines républiques met un gilet pare-balles parce qu'il y a un tel climat de menace qu'effectivement il y a un moment donné où il ne veut pas que sa vie soit mise en danger.
Une dernière question, dans 2 semaines, même pas, maintenant nous allons voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a la campagne en ce moment et un temps de parole officiel à respecter, mais néanmoins j'aimerais juste avoir votre souhait en tant qu'élu local de premier plan. Qu'est-ce que vous attendez pour les 5 prochaines années, quel que soit le président ou la présidente élue? J'attends qu'on fasse tout ce qu'on avait prévu de faire et qui n'a pas été fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Alors, on met tout ça sous le couvert de la pandémie. Mais enfin, la pandémie, elle a bon dos. À un moment donné, les réformes de l'État doivent se faire véritablement. Il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat qui est véritable, qui s'éloigne peut-être un petit peu de notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important. Je crois également que tout le travail d'insertion dans les quartiers est quelque chose d'important, mais pas de rejet. On n'est pas dans un discours de rejet, on est dans un discours d'insertion. On fait suffisamment de choses aujourd'hui, je dirais nous les maires, pour pouvoir se sentir accompagnés par l'État, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État ne nous accompagne pas suffisamment. Alors il y a des choses qui sont faites, je ne veux pas non plus tout dénigrer, mais il y a aussi toutes ces démarches-là à faire qui sont très très importantes. Moi je dirais la réforme de la justice, c'est vrai que on a parfois les maires un sentiment d'impuissance face aux rodéos sauvages, face aux interpellations de jeunes qu'on retrouve parfois l'après-midi même dans le quartier, avec une lenteur du traitement judiciaire qui est beaucoup trop long. Voilà, il y a des jeunes qui seront jugés parfois 4-6 mois après les faits, donc même la punition n'a plus de valeur pédagogique. Donc il faut, je pense, que les petites peines soient appliquées, soient prononcées beaucoup plus rapidement, qu'on ait une valeur pédagogique de la peine, et puis que cette réforme judiciaire soit menée pour que tout acte malveillant ne reste plus impuni. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau de TV78 et nous poursuivons ce journal. Le chantier de la Nationale 10 à la hauteur de Trappes se poursuit avec quelques perturbations encore. Depuis 2 nuits, la circulation est neutralisée sur la voie lente puis la voie rapide. Un nouveau système de feu a été mis en place. Rappelons que 5 ans de travaux seront nécessaires pour transformer cette partie de l'axe routier amenée à être recouvert afin de recoudre les 2 parties de la commune. C'est une occasion de participer à un concours d'éloquence. C'est bien d'avoir organisé ça. Comme une répétition générale pour l'une des 4 classes de l'IUT de Mantes-en-Yvelines en vue du concours d'éloquence du lundi 4 avril prochain. Chaque participant a pu choisir et écrire son discours parmi une liste de sujets proposés. J'ai lu un peu tous les sujets, il n'y avait rien qui m'intéressait. J'ai lu Claude François était-il un mec branché. Ça m'a paru drôle et sympa à faire, je l'ai pris et c'est ce qui a donné mon discours. Cela va de l'humour à des thèmes plus mélancoliques. Mon thème portera sur l'essence et la vie. Ça fait passer un message peut-être d'espoir à certaines personnes et des messages aussi d'encouragement. Voire même dénonciateurs. Moi je parle de ma maladie, de mon endométriose. Tu as trouvé le moyen que tout le monde te connaisse, mais que personne ne parle de toi. Il y a les hommes que tu dégoûtes et les femmes qui te redoutent. Je le fais parce que c'est un concours qui est proposé par l'établissement et que j'ai été sélectionnée par ma professeure de technique d'expression et de communication. Ça apprend l'éloquence, la rhétorique, le fait de pouvoir parler en public. Pour l'organisatrice et professeure Corinne Gaumont, l'objectif de l'événement est avant tout d'apprendre certaines bases de la parole aux quelques 200 étudiants participants. Savoir parler, savoir choisir les mots justes, les bons mots, ceux qui marquent, ceux qui émeuvent, ceux qui motivent. En fait, pour mes étudiants, c'est avoir une longueur d'avance. Et donc, il est important pour moi de les entraîner et d'organiser ce type d'événement au sein de l'IUT de Mantes-en-Yvelines. Outre l'expérience apportée par l'exercice, des récompenses pour les primés, un iPad, un chèque de 200 € et des places pour le zoo de Thoiry attribuées par la directrice et marraine de cette édition, Colomba de la Panouse. Bonjour, je m'appelle Réen Elvi, je suis étudiant en 3e année de droit à l'université Versailles 50 ans de Yvelines. Par rapport au Covid, parce qu'au Covid c'était quand même assez compliqué, on a dû changer quand même beaucoup d'habitudes. Par exemple, moi j'avais pas du tout l'habitude de travailler chez moi, je travaillais jamais chez moi. Je passais toutes mes journées à la bibliothèque en général, et mes week-ends aussi, donc vraiment tout le temps. Et d'un coup de devoir complètement changer de cadre, c'est assez compliqué, surtout que la bibliothèque ça offre un cadre qui est quand même assez agréable. Sans ça c'était pas facile, surtout qu'on a été pas mal livrés à nous-mêmes pendant le Covid et tout, donc on était très peu encadrés. En plus on me disait que ça allait être, notre diplôme allait rien valoir, que c'était beaucoup plus facile alors que c'était pas du tout le cas. Là on est un peu encore dans l'après-Covid
Et il y a un peu un truc de « Ah mais vous êtes la génération Covid, donc vous êtes nuls par rapport aux autres, vous n'avez plus le même niveau, mais il faut trouver un moyen de rattraper ce niveau, quoi. » À ce niveau-là, par exemple la plateforme, on devait avoir cette année une plateforme pour les admissions au master. Parce que les admissions au master c'est très compliqué. C'est chaque fac qui fait ce qu'elle veut, chaque admission est gérée comme la fac en a envie. Typiquement si on postule à 20 facs, il faut créer 20 comptes. Quand on crée nos comptes, c'est en même temps de faire nos devoirs. On est en plein examen à côté et on a en plus des comptes à créer, on a 12 000 trucs à faire. Donc déjà, cette plateforme, ça serait quand même ultra méga important. On a l'impression de ne pas exister. Les étudiants, de toute façon, on l'a toujours dit, surtout depuis le Covid, les étudiants ne sont pas exister. Ce qui est normal quand on essaye de préserver l'économie à cause du Covid, bah évidemment les étudiants ça crée pas d'économie. Donc très rapidement, c'est ceux qui sont mis de côté. Écrivain, juriste, politicien, homme aux multiples facettes, Léon Blum, personnage important de l'histoire de France, 9 avril 2022, date du 150e anniversaire de sa naissance et pour l'occasion, une conférence-débat était animée par un enseignant doctorant en philosophie politique à la salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas. De rappeler à cette occasion l'ensemble de sa vie, mais aussi d'essayer de, sans trop forcer, voir la manière dont cette vie, dont les différentes expériences de cette vie peuvent résonner jusqu'à aujourd'hui, à la fois dans nos vies personnelles et puis surtout dans notre expérience politique collective. Le thème de cette soirée, Léon Blum, quel héritage aujourd'hui? Un aspect mémoriel, mais aussi des problématiques qui font écho dans notre société actuelle. Il symbolise au plus haut point des valeurs d'attachement à la République et notamment la valeur de justice qui à mon avis est une valeur essentielle. Et puis il avait aussi une conception de la France, de la nationalité, de la citoyenneté qui parle beaucoup à la période d'aujourd'hui. Je suis convaincu, je le dis assez souvent, Blum aurait trouvé les mots par rapport à tout le débat, qu'est-ce qu'un citoyen, qu'est-ce que l'identité. Une centaine de personnes étaient présentes dans la salle. Pour l'historien Pascal Horry, il y a 2 raisons de commémorer la mémoire de Léon Blum. C'est un très bel exemple d'homme politique. Et franchement, on peut penser qu'aujourd'hui, mais c'est pas nouveau, dans les années 30 aussi, l'homme politique, la politique, les partis politiques ne sont pas toujours considérés de façon très favorable. Et c'est profondément injuste à toutes les époques. Et puis deuxièmement, parce que les solutions qu'il propose, qu'on peut qualifier de social-démocrates, ne sont peut-être pas tellement au devant de la scène, mais à mon avis, quand on considère d'ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays, je pense qu'il y a une philosophie politique dont il faut tenir compte. Cette soirée était organisée par la mairie de Jouy-en-Josas et l'association de la maison Léon Blum, qui a pour mission de faire vivre sa mémoire à travers différentes manifestations culturelles et bien évidemment à travers sa demeure. La maison Léon Blum se trouve dans le quartier des Mets à Jouy-en-Josas, donc sur les hauteurs. Ici, nous sommes bien dans la ville où Léon Blum a vécu les 5 dernières années de sa vie. Si on veut comprendre Léon Blum, la maison dit beaucoup de choses. C'est une petite maison assez modeste. Le bureau y est énorme. À l'intérieur du bureau, il y a une table de travail qui est énorme. Et puis derrière, son immense bibliothèque. La soirée en l'honneur de Léon Blum s'est terminée par des dédicaces avec les auteurs intervenants. Je suis Yuri Burati, le directeur général du groupe Angélis qui s'occupe de restauration d'immeubles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le château de Crespierre dans le 78, entre Orgeval et Plaisir. Allez, on y va, suivez-moi. Il a été fini de construire fin du XVIIIe siècle et ensuite il est passé de famille en famille. Et le dernier occupant qui a quitté les lieux en 1989, c'était donc Michel Bourbon de Parme, qui est donc le petit-fils du duc de Parme. Le groupe Angélis s'est porté acquéreur et va maintenant rénover ce château, lui redonnant toutes ses lettres de noblesse, avec notamment 12 logements qui vont du T3 au T4 duplex, évidemment des places de parking. Les travaux de rénovation sont vraiment très lourds puisque la toiture est effondrée, les escaliers intérieurs sont effondrés, les planchers aussi, donc ça va nécessiter au minimum 30 mois de travaux. Le château est constitué de 2 tours avec une pièce centrale et vous avez un retour sur la tour de droite dans laquelle il y aura également des logements qui vont donc être achetés soit par des gens qui veulent y habiter, soit des gens qui veulent faire de l'investissement dans le cadre du dispositif Pinel, c'est tout à fait possible. Donc je pense qu'on n'aura aucune difficulté à vendre vu le cadre magnifique et la proximité notamment de Paris. Donc là on arrive sur la partie arrière du château.
où cette partie arrière sera composée de petits jardins avec des chemins carrossables pour les habitants. Ici, c'est une des rares pièces dans laquelle on peut rentrer sans se prendre une pierre sur la figure. Donc on voit les aspects arrondis, on voit qu'il y avait des tentures, tout un tas de choses intéressantes en termes de décoration qui est évidemment très dégradée. On va pouvoir sortir cette opération aux alentours de 5 900 € du mètre. Et si on rajoute les parkings, on sera aux alentours de 6 000 – 6 100 € puisqu'il y aura 2 parkings par logement. Comme chaque fin d'année, nos confrères de TF1 organisent leur concours du plus beau marché de France. Cette année, pour représenter les Yvelines, celui de Rambouillet est à l'honneur. Première étape, remporter la sélection régionale face à Paris ou Rueil-Malmaison. Le vote est en cours jusqu'au 8 avril sur le site de la chaîne. Le marché de Rambouillet a vu le jour au XVIe siècle. Échanges, trocs, achats de légumes, de fruits, de volailles constituaient l'essentiel de l'activité. Aujourd'hui, le textile y est aussi à l'honneur.